Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Judith Bonin. Bonjour Judith. Bonjour. Alors Judith, vous venez aujourd'hui nous présenter une série très en vogue en ce moment, disponible sur la plateforme France.tv. C'est la série Parlement. Alors avant ça, je vais vous présenter. Vous êtes agrégée et docteur en histoire. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Bordeaux-Montaigne, université vraiment très dynamique et qui a eu de nombreuses personnes qui sont venues nous présenter des séries et je les en remercie, ainsi que son président Lionel Larrey. Vous êtes donc Judith, spécialiste d'histoire politique et d'histoire des relations internationales. Vos recherches portent sur l'histoire du Parti socialiste français, de l'internationalisme socialiste et des engagements politiques internationaux dans le second XXe siècle. Vous êtes notamment l'auteur de Les voyages de François Mitterrand, le PS et le Monde, 1971-1981, qui était paru aux presses universitaires de Rennes en 2014. Vous êtes aussi la vice-présidente de l'Association des historiennes et des historiens du contemporain, le H2C. Alors, Judith, aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, on va parler de cette série qui est quand même quelque part, on va le dire tout le long, mais un peu une série phénomène qui fonctionne bien et qui, on va en parler, qui est une série qui a peut-être l'art de nous réconcilier, peut-être avec l'Europe, je ne sais pas si on va l'évoquer, mais en tout cas, peut-être, avant de voir les différentes thématiques que vous nous proposez, est-ce qu'on pourrait ensemble, Judith, faire une présentation de la série en commençant peut-être par cette saison 1 où on découvre le personnage principal, le héros Samy. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup de cette invitation dans le podcast. Alors, cette série, elle devient phénomène. Je ne sais pas si elle l'était autant lorsqu'elle a été lancée en avril 2020. Elle a été lancée en plein confinement, cette première saison. Et depuis, elle est donc rediffusée là, depuis la Fête de l'Europe, depuis le 9 mai 2022, en parallèle du lancement de la saison 2. Et c'est une série, au départ, qui a pu un peu décontenancer par son objet. Et on y reviendra sans doute, elle a eu du mal un peu à sortir, parce qu'elle porte sur un objet, a priori, assez peu vendeur, l'Union européenne, plus spécifiquement le Parlement européen. Et quand on rentre dans le détail, on va le voir, sur des combats qui, même au sein du Parlement européen, semblent un peu anecdotiques. On n'est pas dans des enjeux de droits, libertés individuelles majeures, par exemple. C'est un peu une fiction d'apprentissage, comme on parle de roman d'apprentissage. On suit Samy, qui en fait est un jeune Français qui arrive à Bruxelles, comme assistant parlementaire d'un eurodéputé centriste qui est, pour simplifier et le dire familièrement, nullissime, Michel Specklin, qui jusqu'ici n'a jamais en réalité bien compris quel était son rôle, et qui est joué d'ailleurs par Philippe Duquesne des Chiens. Et Samy et Michel Specklin vont découvrir un peu ensemble et nous faire découvrir en fait le fonctionnement du Parlement européen à travers une mission qui leur échoit dès le départ, dès le premier épisode, du fait justement de leur incompétence et du fait qu'ils se font avoir et qu'ils ne comprennent pas vraiment les rouages. C'est-à-dire qu'ils vont accepter de prendre en charge un rapport et d'élaborer une liste d'amendements sur un sujet assez précis, qui est la question de la pêche en Europe, et l'amendement qui va leur tenir, les porter toute la saison, c'est un amendement qui concerne le finning. C'est une pratique qui consiste à pêcher les requins pour couper leurs ailerons et les commercialiser à des fins alimentaires. Et donc, ils vont lutter contre cette mutilation des requins. Donc ça, c'est l'enjeu central de la saison 1, suivre un assistant parlementaire, son député, dans la défense d'un amendement sur le braconnage des requins. Voilà pour la première saison. Et la deuxième saison, donc, elle a été lancée en mai 2022 elle développe d'autres enjeux. Effectivement, cette saison qui est tout juste disponible sur la plateforme gratuitement, France.tv, avec France 5 qui a d'ailleurs fait l'effort de rediffuser tous les épisodes et qui diffuse actuellement, au moment où on enregistre en ce début du mois de juin 2022, la saison 2. Justement, là, on a on va dire les mêmes personnages, on l'ajoute de nouveau, mais surtout, le lieu a changé. On n'est plus à Bruxelles, on est à Strasbourg. Effectivement, donc
en fait, ce passage d'ailleurs de la série, on y reviendra en gros, du numérique à la télévision montre bien qu'il y a eu un vrai engouement pour la série. Et cette saison 2, donc, elle nous fait voir l'autre facette du Parlement. Donc, après avoir été à Bruxelles, on passe à Strasbourg. Et on va suivre les mêmes personnages principaux. Donc, on retrouve Samy et Michel Specklin. Mais la gamme, et alors d'autres personnages aussi un peu importants et structurants. Il y a un personnage qui était dans la première saison une assistante parlementaire britannique, Rose, et qui, suite au Brexit, se voit dépourvue de députée et va devoir changer de mission au sein de l'institution. On suit aussi Thorsten, qui est un jeune Allemand et qui, à la base, était un assistant d'une conseillère politique, qui, elle aussi, entre les 2 saisons, est promue, quitte le Parlement, donc il va devoir se recycler, lui aussi, au Parlement européen. Et on va avoir toute une gamme de personnages secondaires, des lobbyistes, des activistes, etc., qui vont graviter autour de ces personnages principaux. Et là, au-delà du fait qu'on change théoriquement de Parlement, les enjeux s'élargissent un peu, c'est-à-dire qu'on décentre le regard, c'est plus seulement le fonctionnement interne du Parlement européen, mais c'est aussi ses interactions avec notamment le Conseil de l'Union européenne et la Commission, puisque Samy va devoir mener pour sa nouvelle députée une négociation dite en trilogue, donc avec le Conseil de l'Union européenne et la Commission, pour un vaste bouquet de mesures qui sont toujours liées à la question de la mer et des mers communautaires. Et donc le finning devient un des sujets, mais parmi un ensemble législatif plus vaste qui est appelé le Blue Deal, et que défend sa nouvelle députée. Le personnage s'appelle Valentine Cantel, qui, elle, est un tout autre type d'eurodéputée que Michel Specklin. On est plutôt dans la jeune femme ambitieuse, soucieuse de compétences, mais aussi d'avancer dans sa carrière en Europe et en France. Donc en fait, en synthèse, c'est vraiment à la fois un sujet assez technique, je le disais, la notion d'amendement, de trilogue sont centrales, mais ça reste vraiment, c'est une comédie vraiment centrée sur le Parlement européen, qui s'intéresse aux négociations et qui fait de toutes les interactions des acteurs individuels et des institutions des sujets comiques, qui jouent sur les stéréotypes nationaux, qui jouent sur les stéréotypes qui collent aux eurocrates. L'idée, c'est vraiment de partir de ce sujet un peu techno pour en faire quelque chose de drôle, et on le verra plutôt dans un sens qui sert l'Union européenne, pas du tout à des fins de critique cynique. Et puis une dernière chose peut-être dans cette présentation générale, c'est une série qui est vraiment multinationale, c'est-à-dire que les personnages, depuis la saison 2, il me semble que c'était pas le cas, mais j'ai un peu un doute, c'était pas le cas, il me semble, lors de la première diffusion de la saison 1, mais désormais, avant chaque épisode, saison 1 et saison 2, les personnages principaux, Samy et Michel Specklin, font une espèce de duo comique qui invite le spectateur à regarder la série en VO, et en VO sous-titré, et à vraiment profiter du fait que les personnages anglais parlent, alors que les 3 langues de travail de l'Union européenne, l'anglais, l'allemand et le français, sont parlés non pas indifféremment, mais largement parlés par les différents personnages, et que ça a un intérêt de les écouter dans leur langue maternelle, d'écouter, alors pour ceux qui maîtrisent ces langues, certains des jeux de mots, certaines des références qui sont faites aux cultures et aux langues de chacun. Et donc voilà, l'idée c'est aussi de porter une sorte de multilinguisme et une certaine idée de l'Europe à travers même la langue en fait. Effectivement, ça fait partie, vous avez raison de le souligner, Judith, des points forts de cette série, avec tout le jeu qu'il y a autour de la VO, justement parce que on voit bien à travers ça la devise d'ailleurs de l'Union européenne, l'unité dans la diversité, avec justement, quand on l'écoute en version originale, vous l'avez dit, cette diversité d'accents, cette diversité de langues, ça c'est très intéressant. Alors j'aimerais qu'on voit peut-être, avant de rentrer dans les thèmes eux-mêmes, qu'on parle du succès de la série. Vous l'avez dit, on l'a redit, il y a eu un succès populaire autour, qui a fait que cette série est passé du numérique au format télévisuel, diffusé en plus à des heures on va dire, de grande écoute sur France 5, qui est quand même une des grandes chaînes nationales. Donc ça, c'est pas rien. Mais j'aimerais que vous me parliez de ce succès aussi à différentes échelles, peut-être en commençant par l'échelle française et puis en élargissant quelle a été la réception à travers l'Union européenne, justement, de cette série. Alors, au départ, il me semble que l'idée de la série, elle germe notamment dans l'esprit de celui qui est le principal scénariste, mais qui a aussi réalisé un certain nombre d'épisodes, c'est Noé Debré, et il date à peu près les débuts de la série de 2013. En fait, il va mettre du temps à sortir le projet,
qui un temps a été pensé pour Canal+, un temps pour Arte, qui finalement donc, sera diffusé par France TV. Et c'est une production franco-allemande. Et là aussi, ça fait partie de l'aventure. Il raconte ce off de la série, enfin cette avant même série, cette aventure européenne qu'elle représente et qu'elle montre à l'écran. C'est une production franco-allemande où au départ, il y avait des Britanniques qui en sont partis parce que notamment, on y reviendra, mais l'image du Brexit, etc., qui est portée et pas forcément conforme à celle que souhaitaient des diffuseurs britanniques. Et c'est une série qui parle d'abord à un public français, quand même si c'est une production franco-allemande. Et par exemple, il y a un certain nombre de références culturelles, de blagues qui me semblent très franco-centrées, et même dont les auteurs jouent. Par exemple, dès le premier épisode, il y a des références à l'Auberge espagnole, le film de Clapiche, qui clairement vient à l'esprit de toute la génération de Noé Debré et de beaucoup des spectateurs du coup de la série en France, qui revoient une espèce de ce casting multi-européen, européen et vraiment multinational, qui voit un sujet européen au centre, avec des personnages plutôt jeunes. Ceux qu'on suit, c'est les assistants parlementaires, donc il y a tout un tas d'échos qui sont faits. Et la référence est explicite dans un des épisodes, et les autres personnages, donc, qui ne sont pas français, qui sont anglais et allemands, disent non, on ne connaît pas. On ne connaît pas ce film. Donc d'abord, c'est quand même, à mon avis, plutôt une série pensée pour le public français. Dans la presse française, immense succès. Là, lors de la sortie de la saison 2, on a eu énormément d'articles qui valorisaient la série, vraiment un succès critique assez indéniable et unanime. C'est aussi une saison 2, je crois, qui est en partenariat avec différents médias, dont Combini et Libération. Et d'ailleurs, il y a des clins d'œil qui sont faits à ces médias dans la série elle-même. A priori, c'est déjà un premier succès pour ceux qui sont visés, à savoir le public français et les critiques françaises. Ensuite, c'est un succès a priori populaire, puisque France TV indique que ça a été un des meilleurs démarrages de sa plateforme numérique, qui a eu, c'est 2,4 millions de téléspectateurs pour la saison 1, et que ça justifie justement le passage du web à la télévision pour, là aussi, lancer au mieux la saison 2. Donc on a vraiment aussi un succès populaire qui semble au rendez-vous. Et puis la série, elle a été saluée par différents acteurs européens. Alors l'équipe elle-même, donc Noé Debré, mais aussi les acteurs principaux, notamment celui qui joue Samy, qui s'appelle Xavier Lacaille. Dans les interviews, ils indiquent qu'ils ont souvent des retours sur les réseaux sociaux d'assistants parlementaires amusés, etc. On a aussi eu des institutions qui les auraient félicités ou promus sur leur fil Twitter, par exemple la Commission européenne. Alors, je n'ai pas vérifié, c'est quelque chose que déclare Noé Debré. Et puis, on a progressivement d'autres pays qui ont acheté la série. Donc, elle a été diffusée en Allemagne, en Espagne. On trouve quelques traces de salut, de critiques, par exemple dans El País. Et elle a été vendue, mais je ne sais pas si elle a déjà été diffusée aux États-Unis et au Chili. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été racheté pour être adapté ou diffusé en l'état. Là, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, en Europe, elle a été regardée, a priori appréciée dans les cercles de l'Union européenne. Et une des preuves de ce succès, c'est le fait que pour la première saison, il y avait des guest stars qui avaient été contactés, et notamment, il me semble que Daniel Cohn-Bendit ou Margaret Vestager, celle qui est la commissaire à la concurrence, connue pour son combat contre les GAFAM, avait été contactée et avait hésité, a priori. Et en saison 2, on a une vraie guest star, qui est le secrétaire d'État aux affaires européennes français, Clément Beaune, qui a 2 petites scènes dans la saison 2, qui joue son propre rôle. Et donc, on voit aussi que progressivement, les cercles europhiles s'intéressent. Les autorisations de tournage aussi témoignent du fait que la série a été bien reçue dans les cercles européens. Notamment, ils avaient eu des difficultés à avoir le droit de tourner dans les instances parlementaires pour la saison 1, qui est surtout tournée, me semble-t-il, il y a eu très très peu de temps dans le Parlement en tant que tel, alors que la saison 2, elle va être tournée entièrement dans le Parlement à Strasbourg. Donc voilà, progressivement, on voit que ce soit du côté des critiques, des spectateurs et des instances européennes elles-mêmes, et des publics européens, pour ce que j'en sais, c'est une série qui a plutôt du succès.
C'est une série qui est quand même une série à part, on va dire, hein, parce que ce succès, justement, pour parler de l'Europe, pour parler des institutions européennes, c'était pas gagné tout de suite. Et pourtant, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de second degré, vous l'avez dit, hein, on en parlera peut-être après, mais on a finalement une série très europhile qui peut-être décontracte un certain nombre de personnes vis-à-vis de ce qu'est l'Europe et un regard décontracté. Alors justement, comment est-ce qu'on les voit, ces institutions, dans la série finalement? Alors, peut-être juste pour terminer sur le contexte et effectivement rebondir sur l'image des institutions, ce qu'il faut avoir en tête, alors même si ce n'est pas la période sur laquelle l'historien enfin, c'est vraiment l'histoire très, très immédiate dont il est question ici, la chronologie couverte par la série, c'est 2018-2020. Et en fait, ça correspond globalement à ce que notamment Sylvain Kahn, qui est un spécialiste des questions européennes, appelle un moment un peu de relance de l'Union européenne elle-même, d'incarnation de l'Union européenne, notamment avec les élections de mai 2019. Et donc, on a un moment, semble-t-il, d'intérêt, d'investissement politique global de l'Union européenne, un peu nouveau en 2019, qui accompagne et qui porte aussi peut-être le succès de cette série, avec une espèce un peu de cercle vertueux en faveur de sa diffusion et de son succès critique. Et c'est vrai que voilà, la série a mis plusieurs années à sortir. Probablement qu'en 2013, l'intérêt pour les arcanes du Parlement européen était moins facile à vendre qu'elle ne l'était en 2019-2020, au moment où réellement, en gros, la série est tournée et commence à être diffusée. Alors, avant ça, le Parlement européen n'a pas vraiment, à mon sens, mais peut-être que les auditeurs du podcast auront d'autres exemples qui leur viendront en tête et ça m'intéresserait. À mon sens, jusqu'ici, le Parlement européen n'avait pas vraiment d'image en fait dans la culture populaire, audiovisuelle française ou européenne. C'est-à-dire que oui, on voit bien les photos et encore des différents sites, Bruxelles et Strasbourg, mais pour reprendre là encore l'expression de Sylvain Kahn, c'était un peu un objet démocratique et historique non identifié et un peu un objet aussi culturel non identifié. Et ça s'inscrit dans le fait que les instances parlementaires en général, et le Parlement européen en particulier, me semble-t-il, ne sont pas tellement au cœur de nos fictions politiques et audiovisuelles. J'espère diriger, je vais diriger, j'espère que ce sera pour 2024, sur ce sujet avec Alexandre Borel, qui s'intéressera à l'image justement des assemblées parlementaires, des groupes parlementaires, des acteurs parlementaires dans nos fictions audiovisuelles. Or, pour le moment, en faisant une première collecte et recension, il semble que c'est plutôt des objets qui sont assez absents. Voilà, donc effectivement, alors que le Congrès américain est largement représenté, les parlements européens, y compris dans nos séries politiques sérieuses, par exemple, sont rarement à l'honneur et au centre en fait, des représentations. Alors, pour autant, c'est un ovni, oui, et en même temps, il y a des références très explicites par les auteurs eux-mêmes à différentes fictions. Donc, ça s'inscrit dans différentes veines qui existent déjà. Par exemple, Noé Debré fait des références à West Wing, par exemple, la série sur la présidence américaine. Et donc, à la fois des séries sérieuses et puis des séries comiques. Donc, du côté des séries sérieuses, plutôt West Wing. Et pour lui, c'était un argument en disant, bon, quand on dit la complexité européenne, c'est pas vendeur. Oui et non, parce que est-ce qu'un spectateur comprend vraiment les tréfonds de la politique américaine en regardant West Wing? On peut le faire aussi le parallèle avec des séries médicales, hein, où pendant un temps important sur un épisode, on entend des termes, on traite d'un cas dont on ne maîtrise pas du tout la crédibilité biologique, etc. Là, West Wing, c'est une série politique où souvent on est un peu dépassé par les enjeux, et pourtant elle est passionnante. Et donc lui, il disait, il n'y avait pas de raison que cette complexité européenne, elle ne soit pas aussi intéressante et que ce ne soit pas un ressort fictionnel intéressant. Du côté des séries un peu sérieuses, qui veulent parler à un public averti, mais aussi à un public plus large. Il cite aussi Suits, la série sur les d'affaires. Il me semble qu'il cite aussi deux séries, alors pour le coup, qui sont plutôt de l'ordre de la satire. Donc Noé Debré donne un certain nombre de références au-delà de West Wing. Par exemple, dans ses références politiques, il y a différentes satires d'Armando Iannucci. Donc notamment, c'est la série The Thick of It sur la politique britannique, son adaptation américaine relative à la vice-présidence des États-Unis,
VIP. Et puis, il cite aussi, me semble-t-il, des choses un peu plus légères, par exemple The Office pour les comédies de bureau. Donc, si vous avez en tête l'auberge espagnole, les petites blagues de fin sur, je ne sais pas, la question des pochettes et des radiateurs et du thermostat au sein de Bercy. Là, on est un peu sur ce genre d'humour aussi qui se moque voilà, du fonctionnement et de l'ordinaire du travail d'un bureau. Donc, il cite différentes références dans lesquelles ils s'inscrivent. Alors moi, il y en a d'autres auxquelles j'ai pensé. Par exemple, il y a Spin déroulé à la mairie de New York. Il y a Parks and Recreation sur des fonctionnaires municipaux dans l'Indiana. À un autre niveau, on pense à Borgen aussi, quand on parle de séries et de politique européenne. Et puis, tout autre registre, on peut aussi penser, quand on pense à une fiction d'apprentissage politique et à un régime parlementaire, on peut penser à Mr. Smith au Sénat, un film de 1939 de Frank Capra, où on suit comme ça un jeune sénateur joué par James Stewart dans son apprentissage. Donc il y a comme ça des références conscientes, explicites ou peut-être plus inconscientes dans ces épisodes et dans cette série qui font que c'est un ovni au croisement de différentes choses, de séries comiques bien établies sur du comique satire politique, sur du comique relatif à la vie de bureau et au petit monde d'une équipe qui travaille avec un jargon particulier, etc. Et puis des séries plus sérieuses, comme West Wing, par exemple. Donc on est vraiment entre les deux, comédie politique. C'est vraiment le pari de la nouveauté, d'un objet nouveau et qui, je vous le disais, dans le contexte de 2019, a priori, rencontre aussi une vraie demande et un vrai intérêt peut-être pour cette instance parlementaire. Alors justement, ce Parlement, vous connaissez très bien, vous êtes spécialiste d'histoire politique là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce qu'il est représenté? On sait très bien que c'est une fiction, mais à travers cette fiction, Noé Debré a quand même voulu présenter ce qu'est concrètement l'Europe et l'Union européenne aux spectateurs. Alors, quel est le degré peut-être là-dessus de pédagogie que peut avoir fait l'auteur et aussi le degré peut-être de réalisme? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe quand il y a tout ce travail entre les différentes commissions, les votes, concrètement là-dessus, est-ce que bien sûr il exagère, mais le fond est quand même réel? Alors, il y a plein d'éléments, c'est clairement une série qui s'ancre dans le réel, donc on est dans le comique, mais dans le comique qui part plutôt de situations absurdes, réelles, qui tire parfois un peu, qui exagère, voilà, qui est dans l'exagération. Mais leur idée était vraiment de partir du réel et que la série parle, je vous le disais, autant aux techniciens, c'est-à-dire qu'il y a une vraisemblance qu'un commissaire européen, un assistant parlementaire qui suivrait la série, soit amusé des travers soulignés, mais se disent pas c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on vote un amendement, etc. Donc il y a vraiment la volonté de s'inscrire dans le réel et dans la vraisemblance, tout en tirant les choses vraiment du côté de la comédie et tout en faisant du coup en sorte que un spectateur qui n'aurait pas suivi un cours de questions européennes juste avant l'épisode s'y retrouve. Alors, ça se lie, ce souci de réalisme et de pédagogie, en fait, dans plusieurs choses. Par exemple, dans l'écriture même et dans leurs sources, en fait, tout bêtement. Dans l'équipe de production, ils soulignent souvent l'importance de Fabienne Servan-Schreiber à l'origine du projet, dont le mari, Henri Weber, était député européen et avec qui, notamment, Noé Debré avait discuté de ces sujets et de la drôlerie qu'il y avait, du potentiel comique qui résidait dans ces histoires de parlementaires européens. Et puis, dans les principaux scénaristes, donc c'est toute une équipe, hein, bien sûr, mais ils citent souvent deux technocrates, donc l'un s'appelle Pierre Drac et l'autre Maxime Caligaro, qui avaient été repérés parce que justement, ils avaient écrit un polar qui se déroulait au Parlement européen en 2019, c'est un polar qui s'appelait Les Compromis, qui était déjà là aussi, qui tirait aussi vers le comique. Et donc, Maxime Caligaro, par exemple, il a été longtemps assistant parlementaire, et puis, alors je ne sais plus exactement l'intitulé de son poste, mais il est désormais fonctionnaire et européen. Et donc, grâce à ces connexions, à ces deux scénaristes et puis à leur réseau, les auteurs ont bénéficié d'accréditations qui leur ont permis d'aller travailler, écrire dans des salles de réunion du Parlement, d'aller déjeuner sur place, d'aller tester des blagues, d'aller tester des situations et prendre un peu le pouls de cette institution. Donc il y a quand même pas mal de choses qui, semble-t-il, pour les très initiés de ces couloirs des différents parlements, sont très vraisemblables. Donc les lieux même donnent
apporte à ce sentiment de sérieux. Je le disais tout à l'heure, notamment la saison 2, elle est entièrement tournée à Strasbourg. Alors c'est là où la fiction, elle s'arrange quand même avec un certain nombre, bien sûr, de contraintes réelles. Par exemple, normalement, les réunions en trilogue qui ont lieu entre justement le Parlement, la Commission et le Conseil de l'Union européenne, elles ont lieu plutôt à Bruxelles. Or ici, ça se passe à Strasbourg et comme ils ont eu l'occasion de tourner largement à Strasbourg au Parlement, le bâtiment lui-même est très valorisé, les couloirs sont mis en avant. Alors, il me semble que souvent les acteurs de la Commission du Parlement européen déplorent qu'on le montre vide alors que c'est une vraie ruche. Donc voilà, il y a des écarts, bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'un documentaire, mais par les lieux, par tout un tas d'éléments, on est vraiment dans le réel. On a vraiment l'impression de pousser une porte. Et de même que je pense que le bureau ovale nous est désormais tous très familier à force de l'avoir vu mise en scène dans des séries. Cette série impose les lieux du Parlement européen comme des lieux marquants, comme un espace identifié, des décors qui deviennent connus au-delà de ce qu'on voit dans les médias lors des débats parlementaires, etc. Ensuite, dans les enjeux, il y a vraiment plein de choses à aller piocher pour comprendre notre époque. Alors là où c'est une série qui est quand même un peu compliquée, c'est qu'à mon avis, si on la regarde sans suivre du tout la politique européenne, effectivement, il y a beaucoup de références qu'on manque, mais on se laisse emporter globalement par l'esprit général. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la chronologie, c'est celle du Brexit. Donc, elle s'ouvre vraiment la série en octobre 2018 sur une scène assez rigolote d'une fête des Britanniques, des parlementaires britanniques qui célèbrent le Brexit de manière hebdomadaire depuis le référendum, avec en fond la chanson de Mike Brandt, C'est comme ça que je t'aime. Et puis, quand s'ouvre la saison 2, il n'y a plus de Britanniques. Donc, on voit cette avancée du dossier qui est évoquée à plusieurs reprises, et notamment à travers le personnage de Rose. Donc, on n'a pas un cours, pas du tout, sur le Brexit, on n'a pas de rappel de la chronologie, on n'est ni dans un cours d'histoire, ni dans un cours d'éducation civique et morale, mais on a comme ça des pistes, des éléments qui apparaissent et qui sont d'ailleurs plutôt une invitation à aller creuser pour ceux que ça intéresse. Et par exemple, il y a une scène assez mythique qui fait déjà, je crois, l'objet de séquences spécifiques sur YouTube, qui est la scène où la députée britannique qui s'est, pour citer un des personnages, radicalisé sur le web en regardant des vidéos pro-Brexit, s'interroge sur pourquoi est-ce que la question de la frontière irlandaise est-elle aussi majeure, et qui pense pouvoir, donc c'est un personnage qui incarne l'absurdité de l'impensé du Brexit chez certains Brexiteurs. Et donc, elle pense pouvoir régler la question irlandaise à travers 2 coups de crayon sur une carte. Malheureusement, ces 2 coups de crayon soit séparent l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, ce qui était un des enjeux majeurs des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, de ne pas réactiver une frontière qui avait été au centre de la guerre civile qui s'était conclue par les accords du Vendredi Saint, dit de Vendredi Saint de 1998. Donc cette frontière, il est hors de question pour les acteurs politiques réels de rétablir une frontière. C'était l'enjeu entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et voilà, cette députée en un trait de crayon ne voit pas le sujet. Donc son assistante parlementaire lui explique, et puis elle tente une deuxième solution qui est de tracer un trait entre tout simplement l'intégralité de l'Irlande et le reste du Royaume-Uni. Et son assistante parlementaire de lui rappeler quelques jalons de l'histoire britannique et pourquoi c'est aussi un problème d'abandonner ni plus ni moins l'Irlande du Nord, parce que certains au Royaume-Uni y tiennent un peu, pour citer le personnage. Donc voilà, il n'y a pas de cours, mais en regardant rien que cette séquence extrêmement drôle, on se rappelle que le sujet irlandais était au cœur des négociations du Brexit, et on est invité à réfléchir justement à ces différents enjeux, à ce qui se jouait à ce moment-là et ce qui se joue encore. D'autres sujets comme ça qui font écho, plus anecdotiques, le finning que j'évoquais tout à l'heure, qui est au centre de la saison 1, c'est un vrai sujet en fait, qui a été à l'origine d'une initiative citoyenne européenne en 2020, donc d'une interpellation de la Commission par des citoyens. Et c'est d'ailleurs comme ça que les scénaristes ont eu l'idée de la mettre au centre de leur fiction. Pareil pour le Blue Deal dans la saison 2, qui est vraiment un écho au pacte vert ou Green Deal que la Commission européenne promeut comme un objectif central depuis 2019. Dans ce Green Deal, il est question de la pêche électrique qui a été effectivement interdite dans l'Union européenne au 1er juillet 2021. Donc voilà, on est vraiment sur une série qui se nourrit de l'actu,
dans laquelle tout n'est pas vrai. Voilà, on n'est pas dans un documentaire, mais où on peut piocher beaucoup de sujets et on peut faire énormément de ponts avec l'actualité. Et puis, en trame de fond aussi, au-delà de la conjoncture précise politique, il y a la question de la légitimité démocratique du Parlement, du rapport aux opinions, du rapport à la montée des populismes. Il y a des tacles à Orban, à Poutine, à la Pologne, du Parti droit et justice. Donc voilà, il y a comme ça, en lame de fond, sans que ce soit un enjeu pour les personnages, des tonnes de messages qui sont passés et qui ancrent vraiment la série dans les enjeux contemporains européens de ces années 2018 à nos jours, disons. Et puis, peut-être un dernier élément qui contribue à cette force réaliste de la série, c'est l'emprunt à des images d'archives, des images, par exemple, lors des séquences sur le Brexit, il arrive au personnage d'écouter Theresa May. Et donc, on voit des images de conférences de presse réelles qui passent à l'écran. Donc, on a aussi comme ça des liens. On a un personnage qui va faire une interview Combini, telle qu'on pourrait la voir sur les réseaux sociaux actuellement. Donc, on a comme ça des ponts et des jeux sur les notions de médiatisation, un peu des mises en abîme de certaines images qui participent au fait qu'on a l'impression vraiment d'être dans le bain de l'actualité européenne. Donc voilà, le jeu fictionnel, il repose vraiment sur un fond de questions européennes sérieux. Mais ensuite, je le disais, et j'insiste parce qu'on peut avoir un doute à l'issue de ces quelques minutes sur les enjeux sérieux, c'est vraiment une comédie sur la notion de coulisses, d'arcanes. Le but, c'est d'aller jouer de la complexité des sujets européens pour éveiller la curiosité du spectateur citoyen. Et il y a plein comme ça de petits fils rouges. Par exemple, les personnages se moquent les uns des autres et se testent en disant... alors, ça fait très blague privée, mais voilà, ceux qui ne savent pas confondent Conseil de l'Europe et Conseil européen. Et effectivement, entre le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen, je pense que la majorité d'entre nous, sauf à reprendre un cours ou à les revérifier rapidement, fait la confusion entre ces différentes institutions. Et comme là, on est dans un monde d'hyper spécialistes, c'est une des manières qu'ils ont de se tester. Et au bout de la 3e ou 4e fois, je pense que beaucoup ont pris leur téléphone ou leur clavier ou un bouquin sur l'Europe pour aller vérifier finalement c'est quoi la différence entre ces institutions. Donc voilà, mais à aucun moment on a encore une fois un cours sur les différentes institutions européennes. C'est esquisser, c'est amener intelligemment et on a envie d'aller chercher. Et de même que Samy, Michel Spéclin sont des personnages vraiment incompétents au départ, alors qu'ils s'améliorent un peu au fur et à mesure de la série. C'est des personnages point de vue, c'est-à-dire qu'on en sait autant qu'eux, et c'est au fur et à mesure qu'ils s'informent, qu'ils prennent des leçons auprès d'autres personnages, et notamment du personnage d'Imon, qui est un fonctionnaire européen. C'est au fur et à mesure de leur propre apprentissage que l'Europe, son fonctionnement général, l'amendement, le trilogue, le Conseil de l'Europe, toutes ces notions dansent un peu moins de manière abstraite et se fixent au fur et à mesure grâce à la série. Et puis, il y a plein d'autres sujets sur lesquels il nous invite à réfléchir, par exemple la place des lobbies. Et puis, donc, au-delà de ces questions de grandes institutions, il y a plein d'acteurs qu'on découvre, les conseillers politiques, les fonctionnaires, le rôle des lobbyistes. Et là aussi, il y a tout un travail qu'on peut appeler un travail de pédagogie, où le personnage principal découvre qu'il y a une raison s'il peut rencontrer des lobbyistes dans le lobby, où il découvre qu'il existe un registre dit de transparence en Union européenne qui permet, alors je crois que c'est assez récent, hein, depuis 2021, oblige les différents lobbies à se déclarer. Et que donc, voilà, un acteur comme lui du Parlement européen peut aller vérifier qui défend quoi, qui est dans quel camp politique. Et donc, au fur et à mesure, il se fait au départ avoir par les lobbyistes. Et au fur et à mesure qu'il découvre quelle marge de manœuvre et quel rapport il est censé entretenir avec eux, eh bien, les spectateurs aussi découvrent ce poids de ces acteurs qui sont très, très importants à Bruxelles et à Strasbourg et dont on fantasme parfois le rôle. On parle quand même pour les lobbies d'à peu près 12 500 organisations qui représentent 50 000 personnes sur des domaines très, très variés. Donc, c'est des entreprises, c'est des ONG, ça peut être des associations. Et voilà, tous ces acteurs-là qui gravitent autour du Parlement, ils font aussi l'objet d'un traitement dans la série, à travers notamment le personnage de Guido, au début un lobbyiste italien.
Et puis, je ne veux pas gâcher le suspense pour ceux qui n'auraient pas vu la série, donc d'autres personnages dans la saison 2. Et, et voilà, là aussi, sans qu'il y ait à aucun moment un cours très aride sur qu'est-ce qu'un lobbyiste, quel est son pouvoir, quel est son degré, quelles sont ses portes d'entrée dans l'Union européenne, on a plein de petits éléments qui sont pédagogiquement avancés au fur et à mesure que Samy les découvre et qui permettent aux spectateurs de découvrir ou de redécouvrir le poids de ces lobbies et la manière dont ça se structure. Donc voilà, il y a plein de niveaux comme ça qui ont du petit élément, de la blague dans le scénario, etc., et qui incitent à aller creuser. Et puis, je le mentionnais tout à l'heure, des moments un peu plus pédagogiques, vraiment, mais qui là aussi sont drôles parce qu'ils sont incarnés par un personnage qui joue ce rôle-là, qui a une fascination pour Sénèque, qui est très sérieux. Donc, c'est le personnage de Damon, donc le fonctionnaire européen, qui est joué par William Nadilam, et qui est hyper mystérieux, parce qu'on ne sait pas de quelle nationalité il est, on ne sait pas grand-chose, voire rien de lui, qui semble manœuvrer comme ça, et qui officiellement joue le technocrate, donc vraiment... alors, son rôle précis, c'est administrateur de la commission pêche. C'est pour ça que Samy, dans la question du finning, du Blue Deal, il est sans cesse confronté. Et en fait, il devient un peu le mentor de Samy, mentor informel, parce que en réalité, la fonction pour le coup n'existe pas. Et c'est ce personnage qui est un peu le personnage ressource de Samy, qui va aller voir à plusieurs occasions lorsqu'il se sent bloqué et dépassé par les questions de droit européen. C'est ce personnage qui, à plusieurs occasions dans la série, va lui expliquer à lui ou à ses camarades comment ça fonctionne, quel est le pouvoir d'initiative du Parlement, quel est le pouvoir de telle ou telle institution, quels sont les rapports de force sur le papier et réels. Alors, c'est des petits cours qui ne sont pas complets. Par exemple, à la fin de la saison 1, la question de l'amendement, on s'aperçoit qu'en fait, dans le processus législatif, c'est une toute petite étape, même si elle nous a occupé toute une saison. Et bien sûr, il n'y a pas le temps dans cet épisode et puis il n'y a pas l'espace pour que Aemon fasse vraiment un cours sur l'intégralité du processus législatif. Mais là aussi, il en dit assez pour éveiller la curiosité et pour quand même replacer les choses en perspective. Donc lui, c'est un peu... S'il y avait un prof dans la série, ce serait lui. Qui incarne cette maîtrise du droit et des institutions européennes. Mais la pédagogie, elle, la plus explicite, elle s'arrête avec lui. Et la manière dont il le fait en soi est assez drôle et assez claire. Si on vous suit, Judith Bonin, durant cette analyse de la série Parlement, on se rend compte finalement que cette série, elle est très europhile. Hein. Elle est là aussi pour nous faire peut-être pas aimer, mais en tout cas découvrir cette Europe qui est souvent très abstraite pour beaucoup, qui est souvent rejetée par sa complexité, par tous ses arcanes. Or là, par l'angle finalement de la comédie, du comique et des ressorts comiques, vous l'avez montré, elle nous montre finalement une Europe différente de peut-être tout ce qu'on peut imaginer. Effectivement, l'idée, et à mon avis, c'est le pari réussi en réalité des créateurs de la série, c'était vraiment de présenter une Europe incarnée. C'était de lutter contre l'idée justement de la froideur des bâtiments, de la complexité impénétrable des sujets et des mécanismes législatifs. Donc l'idée, c'était d'abolir la distance en fait, qui semblait s'être établie entre les Européens et les institutions européennes. Et ça, c'est très clair dans le discours notamment de Noé Debré, qui rappelle que l'idée lui est venue parce qu'il a grandi à Strasbourg en regardant depuis sa chambre le Parlement européen. Il y a vraiment l'idée, il y a une sympathie, il y a une bienveillance à l'égard de ces institutions qui est très claire dès le départ. Et l'idée, c'est que ce n'est pas en présentant une Europe lisse, sans défaut, et justement un cours sur ce que sont les grands principes européens, de manière désincarnée, qu'on arrivera à faire passer cet amour finalement que Noé Debré a pour l'Union européenne. Et donc, son idée, c'est de parier sur une Europe vivante, une Europe de personnages qui, du coup, ont d'énormes défauts. Je vais y revenir, c'est des clichés tous, qui soient nationaux ou des clichés de fonction, des stéréotypes vraiment chacun d'entre eux. Mais l'idée, c'est que ça nourrit, là encore, la réflexion du spectateur. C'est un pari sur son second degré. L'idée, par exemple, que ce n'est pas en montrant un eurodéputé nul qu'on nourrit automatiquement l'euroscepticisme, mais à l'inverse, en montrant qu'ils sont ces personnages aussi drôles, attachants et investis que d'autres, qu'on parviendra à les rendre drôles donc dans la dynamique de la série et puis à faire passer un message europhile. Donc vraiment,
l'intention n'est pas cachée, ni au départ, ni dans les différents épisodes. Alors, je le disais tout à l'heure, la série elle a mis du temps à sortir justement parce qu'il y avait une suspicion de ça, une crainte que finalement, eh bien, en montrant les travers d'une institution, on appuie un peu là où ça fait déjà mal, et que ce soit une série qui verse dans le cynisme anti-technocrates européens, etc. Alors que, en fait, l'absence de concessions et les images les plus dures et les discours les plus durs, ils concernent vraiment les Britanniques sur la question du Brexit, encore que Rose et Sammy incarnent un couple à l'écran qui montre toute la complexité de la relation franco-britannique. Ce Je t'aime moi non plus, il y a d'ailleurs tout un jeu là-dessus. Donc voilà, les Britanniques en tant que tels ne sont pas attaqués, c'est vraiment voilà, le discours porté sur le Brexit est très dur. Et puis les personnages qui sont vraiment dépeints de manière peu drôle et de manière dure aussi, ce sont les différents populismes. Mais tous les autres personnages qui gravitent dans les sphères européennes sont traités plutôt avec impertinence parfois, mais avec un humour qui entraîne plutôt l'adhésion de celui qui regarde. Alors, sur les ressorts précis, par exemple, les eurodéputés, je vous le disais, il y a une diversité d'eurodéputés, et une des punchlines de la saison 2, c'est Sammy qui explique à un autre personnage: tu as 2 types de députés européens, les psychopathes et les imbéciles. Et à partir de là, effectivement, on peut faire un peu la typologie de ce qui apparaît dans la série, c'est assez drôle. Michel Specklin, dont je parlais au départ, qui est vraiment le modèle de celui qui ne comprend rien, de rien, de l'incompétence extrême, et de l'incompétence tellement grosse qu'on sait, qu'on suppose et qu'on sait qu'elle n'existe pas. Et pour le coup, la bibliographie sur ce sujet, elle existe chez les politistes et chez les historiens, et elle indique que ce sont des instances où, par les règles de la représentation, par exemple, et du vote, en réalité, les parlementaires européens sont plutôt très incités à être présents, à être actifs, et que donc un passager clandestin comme Michel Specklin, ça n'existe pas au Parlement européen. Donc c'est plus même qu'un archétype, c'est une absurdité drôle, ce personnage. On a le personnage de l'eurodéputée britannique dont je parlais, la conservatrice passée à la défense dure du Brexit, et qui là aussi est un cliché énorme. La nouvelle députée française qui, un peu dans son cynisme, parce qu'en fait elle fait partie de ces personnages qui conçoivent globalement la reine européenne comme un potentiel tremplin national, mais même on la voit investir réellement les dossiers. Voilà, on a plein d'autres députés, des figures de députés parfaits, désignés par les autres comme parfaits, comme un député néerlandais vert, Cornelius Jagger, qui est porté modèle du député investi qui lui comprend bien les enjeux. Et puis dans la saison 2, des personnages très drôles, un Belge fou qui a une carte du Congo belge dans son bureau et qui souhaite conquérir le monde depuis Bruxelles. On a une Allemande dont le surnom est 999. On a un Suédois écolo. Enfin voilà, on a toute une gamme de personnes qui peut contrebalancer la seule fille béton. Il y a plein d'autres figures qui apparaissent dans la série et qui là aussi sont censées incarner des traits existants, pas existants, poussés à l'extrême ou pas, de figures européennes. On a les assistants parlementaires, j'en ai parlé. Là aussi, il y a les nuls, comme Samy, mais il y a aussi le très bon élève qui a fait Sciences Po, le collège européen, qui parle 12 langues, qui apparaît. On a les lobbyistes, méchants, mais donc certains défendent aussi des intérêts qui leur tiennent à cœur. On a des activistes écologistes pour la plupart, ceux qui défendent les questions de féminisme. Par exemple, dans la saison 2, c'est des thématiques, les questions de genre et de droit LGBTQIA+, qui sont assez présentes à travers un personnage, notamment celui de Lydia, une activiste espagnole. On a les fonctionnaires, on a les interprètes aussi, qui sont pas mal valorisés dans la série, à travers ce jeu sur le plurilinguisme, avec des scènes drôles entre catalans et castillans. On a les conseillers politiques, on a la question des opinions civiles qui sont représentées aussi au Parlement. On a parmi cette galerie de personnages, on a aussi ceux qui incarnent les sociétés civiles, pour le dire vite, ou les peuples européens, ce groupe d'anciens profs qui viennent visiter le Parlement, qui posent plein de questions à Samy. On a leurs proches, par exemple la mère de Samy au téléphone. On a plein de personnages qui vont aussi incarner l'extérieur de l'instance parlementaire.
On a les représentants des institutions, de la Commission, du Conseil de l'Union européenne, avec les terribles négociateurs hollandais dans la saison 2. Des clins d'œil d'ailleurs à des personnages existants, j'ai mentionné tout à l'heure Margaret Vestager, qui est représentée par un personnage dans la saison 1. Il y a des clins d'œil qui sont faits à cette héroïne européenne d'après les personnages. Donc voilà, on a à peu près toutes les strates des cercles européens qui, chacun étant dans son rôle et dans les clichés, donc le lobbyiste sans foi ni loi, ou le député peu conscient des enjeux, par exemple. Et on a les retours scénarios ont été les plus étonnants pour ceux qui ont écrit la série. Alors, les Français sont prétentieux, prétendent par exemple être des arbitres mondiaux de la mode. À un moment, il y a une scène assez drôle où un des personnages pense tenir une bombe sur un politique parce qu'il est pris en photo avec des chaussettes et je sais plus, des claquettes, et il parle de suicide politique, et voilà, les autres le rappellent, mais en fait, peut-être pour un Français, mais en l'occurrence, il est néerlandais et tout le monde s'en fiche ici. On a les Britanniques flegmatiques, on a les Allemands présentés comme des amoureux des saucisses, présents à toutes les sphères de pouvoir de l'Europe. À un moment, il est question d'un personnage et on lui demande mais pourquoi veut-il le pouvoir ? Et on répond parce qu'il est juste allemand. Avec une blague aussi sur l'existence d'un groupe WhatsApp qui regrouperait l'intégralité des Allemands travaillant pour l'Union européenne et qui manœuvrerait comme ça les institutions. Donc on a plein aussi de clichés nationaux qui sont repris sur les Italiens, les Espagnols, et qui viennent nourrir aussi cette vision de la diversité européenne par nationalité, par politique aussi, par camp politique. Ça, c'est une dimension qui est un peu moins présente dans la série. Par exemple, on comprend que Michel Specklin est centriste, mais on sait à peine de quelle couleur politique est la nouvelle députée de Samy. C'est quelque chose qui est moins présente. On joue plus sur les stéréotypes d'institutions et de nationalité. À un moment, il y a un jeu assez drôle sur un parti suédois qui s'appelle le Parti démocrate suédois, et qui est un parti d'extrême droite, et dont Samy ne peut imaginer qu'il soit un parti d'extrême droite puisqu'il est suédois et qui s'appelle démocrate. Donc voilà, on a comme ça des petites percées sur la politique au sens des clivages partisans, mais ça, c'est une dimension qui est beaucoup moins présente. Le but, c'est vraiment pas de retraiter les dossiers européens avec sérieux, mais d'en jouer, là encore, pour donner à voir comment fonctionne cette ruche dans ces mécanismes et faire rire de ces mécanismes. Et à plusieurs reprises, la complexité européenne, elle est donnée à lire de manière drôle à travers la métaphore du jeu. À un moment, une stratégie de vote est présentée comme un cluedo. À un moment, une stratégie pour arriver à désigner qui sera à la tête d'une responsabilité européenne se transforme en énorme qui-est, avec des questions sérieuses du type suis-je chypriote, suis-je allemand, et des questions plus farfelues. Donc voilà, on rit de cette complexité, on la met en scène et on cherche à montrer qu'on est dans une institution incarnée. Et ça, alors attention, il y a un tout petit spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça se voit aussi dans des choix d'archives à la fin de la saison 2, où on donne à voir des images qui sont précisément des images qui ont pu faire un peu le buzz dans les médias, et qui mettaient en avant l'humanité, le côté gaffeur de certains acteurs européens. Entre Theresa May et Angela Merkel en avril 2019, alors qu'on était en plein sommet européen très tendu sur le Brexit. On a des images de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, qui avait ébouriffé les cheveux d'une des membres du protocole de la Commission européenne en 2018. Et on a aussi deux images, une d'un eurodéputé slovène qui avait joué de l'harmonica, l'hymne européen à l'harmonica au Parlement pour la fin de son mandat, l'image de cette jeune députée suédoise qui avait amené son bébé dans l'hémicycle pour parler du sujet de la famine au Soudan et plus largement dans le monde, et l'image des eurodéputés européens qui se tiennent la main et chantent « Ce n'est qu'un au revoir » au moment du départ des eurodéputés britanniques. Donc voilà, même dans le choix de cette courte séquence, on voit bien cette espèce d'attachement à mettre en scène l'humanité de l'Union européenne derrière les grandes instances. Donc l'angle, il est clairement empathique, bienveillant, il est optimiste, pas tellement désabusé. Alors on a une saison 2 qui est un peu plus cynique parfois que la saison 1, avec des personnages qui vont un peu baisser les bras et se déclarer un peu dépités de la manière dont fonctionnent les institutions.
Mais globalement, c'est pas le schéma narratif, c'est pas un personnage plein d'idéaux qui arrive, qui se confronte au monstre froid de la politique et qui voit ses idéaux s'effriter. C'est plutôt quelqu'un qui arrive, qui connaît rien et qui va s'emballer, s'enthousiasmer pour la question du shaming, la question de la défense des mères en Europe. Et il y a une scène qui est un peu importante dans la saison 1, qui est le discours politique d'Ingeborg, qui est une conseillère politique allemande, qui revient sur quelle place a le cynisme en politique et en politique européenne, comment est-ce qu'on combat les populistes, elle revient sur les griefs qu'on fait généralement aux institutions européennes. C'est un discours qui est assez dur, mais qui là aussi se conclut plutôt par la reconnaissance de défaillances, etc. Mais la volonté de ce personnage d'œuvrer en faveur de l'intérêt collectif européen. Donc on n'est pas à l'insulte, un peu moins drôle que d'autres, et en même temps elle est à la recherche de solutions. Donc là on voit aussi clairement la part d'optimistes in fine des scénaristes dans la manière dont ils présentent les difficultés européennes et la capacité du Parlement à les surmonter. Merci beaucoup, Judith Bonin, pour cette analyse de la série Parlement. Effectivement, vous l'avez dit, une série qui a réussi brillamment à finalement, je ne vais pas dire nous réconcilier avec l'Europe, mais nous la faire découvrir de façon différente. Et ça, c'est déjà pas mal, tout en mettant, et ça nous a particulièrement intéressé, ce que vous avez dit dans Histoire en série, tout en mettant en perspective face à un certain nombre à la fois d'événements historiques, politiques qui ont touché ces dernières années l'Union européenne. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, je pense que ça a dû aussi décomplexer vis-à-vis de l'Europe et de sa complexité un certain nombre de spectateurs. Donc, vous l'avez dit, peut-être une série europhile qui, sur le plan de la comédie, nous montre quelque chose de très sérieux, mais qui est souvent décrié sans qu'on le connaisse. Donc, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin et approfondir ce que vous avez analysé tout au long de cette émission, Judith, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes du podcast, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Vraiment, merci beaucoup, Judith, pour cette analyse de la série Parlement, et puis peut-être à bientôt pour une autre série politique. Merci beaucoup. Et puis, j'indique que la saison 3 est en préparation. Donc, si jamais la série accroche certains auditeurs, vous avez a priori plusieurs heures de visionnage devant vous. Merci beaucoup, Judith. À bientôt. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. And there's a mystic